Comment construire son podcast en 15 minutes. On va accueillir les gens de Goom Radio, donc Guillaume, Jikel et Omar et Raïs, qui vont nous faire une petite démo. Vous pouvez me rejoindre. Et je vais en profiter pour poser du coup une question au public. D'abord, parmi vous, combien de personnes produisent déjà des podcasts ? Il y a quand même quelques mains qui se lèvent. Et combien de personnes aimeraient créer un podcast dans les prochains jours, semaines ? Alors donc, ouvrez bien vos oreilles, puisqu'on va vous dire un peu tout de ça. Tous les deux, vous travaillez à Goom Radio, mais vous produisez aussi l'émission Le Podcastor. C'est un programme, du coup, qui est à peu près tous les 15 jours, il me semble. On essaye. Alors, il faut aussi l'allumer. Voilà. On essaye. Vous parlez de tous les podcasts qui sortent. On parle de ceux qu'on aime. De ceux que vous aimez avant surtout. tout. Mm-hmm. Il faut se décaler, Joël me fait de grands signes. On parle de ceux qu'on aime surtout. On verra si on fait évoluer le format, mais pour le moment, en tout cas, l'idée c'était surtout de mettre l'accent sur ce qui nous marque positivement. Et c'est un peu aussi le sens de ce qu'on va essayer de ce dont on va essayer de parler là, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, qui nous semble être sur la bonne voie et qui du coup nous donne envie de le partager avec les autres. Et vous parlez souvent d'espace de liberté qu'amène le podcast, et notamment ce qu'on appelle le podcast web natif. Ça veut dire que tout le monde peut s'y mettre ? Ouais, effectivement, le sens de ce qu'on va essayer de raconter aussi, c'est qu'il y a évidemment un socle pas de connaissances, mais peut-être des fondamentaux qu'il faut essayer de respecter au maximum. Mais avant tout, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et que ce qui apporte beaucoup ce format, c'est son accessibilité, sa facilité à le produire. Et c'est une barrière qui tombe entre tous les gens qui ont envie de faire du contenu et leur public. Et il faut essayer de s'engouffrer dans la brèche si on en a envie, parce que l'opportunité, c'est justement de pouvoir le faire très simplement. Alors, quel moyen, quel matériel, quel outil de diffusion, vous allez tout nous dire, c'est à vous. Ok. Comment créer son podcast ? Je ne crois pas qu'on ait de recette miracle, parce que si on en a une, on fera les audiences de Joël et Gabriel. Donc, comme je disais, c'est plutôt... nous, on a commencé à écouter des podcasts avec beaucoup de passion. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va essayer de vous livrer. On va faire comme d'habitude, en fait, on va parler des autres. On a trouvé quelques points qui nous semblent illustrer la chaîne de production, un peu chronologiquement d'ailleurs, d'un podcast. On va essayer de vous les raconter là le plus simplement possible, en mettant toujours en exergue ce qu'on a relevé et qui nous semble bien chez les autres. La première chose, il nous semble bien de s'octroyer un temps de réflexion. C'est toujours une bonne décision de réfléchir. Alors, je ne parle pas du contenu, mais parce que les autres le font beaucoup mieux que nous, mais plutôt de la démarche qui l'accompagne. En fait, ce qu'on ressent, c'est que le contenu qu'il y a dans un podcast pourrait tout aussi bien être livré via un autre média. Et il y a plein de raisons légitimes pour se dire qu'on va le faire en audio. Ça peut être personnel parce qu'on se sent bien avec un micro, ça peut être parce qu'on pense que le contenu va bien fonctionner dans le cadre d'une mobilité, par exemple, en tout cas quand on l'écoute à l'audio. Mais ce qui est important, du coup, c'est de bien capitaliser sur ce qu'apporte l'audio, la manière dont il se différencie d'autres médias, et de concentrer ses efforts au moment de faire le format sur ces critères différenciants. Ce qu'on relève là, c'est encore une fois, ce sont des constats, des retours d'expérience qu'on a. Ce qui nous apparaît, c'est que les communautés les plus fortes et les plus engagées autour des podcasts qu'on connaît aujourd'hui se retrouvent souvent autour d'une personnalité forte qui incarne un programme. Donc on n'a pas de conseils à donner, mais peut-être que c'est une bonne chose certainement quand on se lance dans la création d'un podcast, de se livrer complètement avec toute sa personnalité, de ne pas avoir peur d'y aller à fond, si même on est dans un cadre fictionnel, d'y aller avec tout son univers, même s'il nous semble un petit peu loufoque et qu'on a une petite appréhension à le livrer aux autres. Je crois que vraiment le seul bon conseil, c'est d'y aller complètement, parce qu'il y a que l'authenticité récompense beaucoup d'après ce qu'on voit aujourd'hui. La subjectivité, c'est un petit peu le même sujet. Et puis l'expertise, on se rend compte que la démocratisation du moyen de production fait qu'on a la possibilité d'aller dans toutes les directions, et que du coup on n'a plus cette contrainte d'avoir envie de plaire à tout le monde, de rassembler le plus de monde possible. On commence par aller là où on se sent le plus à l'aise, on dévoile vraiment son expertise de fond en comble, et puis les gens s'y accrochent, et c'est plutôt de cette manière-là qu'on fait grandir la communauté. Mais ne pas hésiter à ne pas avoir peur de la technicité du sujet, par exemple, qu'on va souhaiter aborder. Alors on a un exemple d'un podcast, il y en a certainement d'autres, mais qui nous a marqué dans ce cadre-là. Je te laisse en parler, Omar. Oui, à chacun de nos points, on a voulu présenter un petit exemple de podcast, d'ailleurs que l'on a traité pour l'ensemble d'entre eux dans notre émission. Je crois qu'il y a un protagoniste qui est là. Ah bon, c'est possible. Donc le Chip, qui est un podcast sur la culture afro.
Donc on est vraiment dans ce que expliquait Guillaume, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'expertise et d'originalité, puisqu'il y a très peu ce sujet est très peu traité dans les médias traditionnels. Et donc voilà, on aurait pu en citer plein d'autres, mais le chip nous paraissait comme un exemple intéressant. Moi, je pense à Riviera Détente qu'il fallait qu'on place, puisqu'on en parle très souvent dans notre émission, qui a beaucoup de personnalité aussi. Et donc voilà, c'est... Ce qui est peut-être sur le chip, pour aller au fond de notre idée, c'est que c'est clairement un podcast qui aurait eu du mal à trouver sa place sur un média traditionnel, parce que d'une certaine manière, il est peut-être un petit peu clivant. Et du coup, c'est ce que permet ce média aujourd'hui, c'est d'aller dans toutes les directions sans se poser de questions sur comment ça va être reçu, parce que la place est là et on peut la prendre quand on veut. Voilà, comme c'est un peu le cas aussi avec les podcasts féministes ou féminins, qui trouvent un public très nombreux dans la podcast-sphère, comme on dit. Donc, notre deuxième point, c'est la captation. Donc forcément, quand on a bien réfléchi, on peut s'y mettre. Quand on a notre idée de contenu, on peut s'y mettre. Donc ça, c'est un basique et il va falloir forcément y passer. Mais ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ça reste très accessible. On peut vraiment avoir, en fonction de son exigence et de son budget et de son contenu, avoir des configurations très différentes. Ça part même de l'écouteur iPhone branché sur un micro, jusqu'à des configs beaucoup plus poussés pour avoir une qualité de son, pour pouvoir faire de l'envoi de sonores en direct. Mais donc voilà, on estime que pour un bon micro, avec une qualité intéressante, à partir de 50 €, on peut s'en sortir. Donc voilà. On verra le modèle après. Une fois qu'on a un micro. Donc forcément, il faut avoir un enregistreur. Bon, un enregistreur, ça peut être un petit Tascam, un petit Zoom, ou tout simplement un ordinateur avec une carte son. Donc voilà. Le casque audio, ça, on le recommande forcément. Il y a beaucoup de personnes, enfin ça existe, qui font un enregistrement sans même checker le signal au préalable. Donc forcément, le casque, c'est la garantie de savoir si notre captation se passe dans de bonnes conditions. Donc forcément, c'est très recommandé. Bon, on en a à partir de 40 €. Je n'ai pas parlé de l'enregistreur. L'enregistreur, c'est à partir de 100 € selon nous, pour commencer à avoir quelque chose. Alors, la table de mixage, ça va concerner les contenus avec plusieurs intervenants. Donc ça va nous permettre d'avoir une captation avec plusieurs personnes, pouvoir gérer les niveaux et commencer même à faire du live du coup. Et donc on estime qu'avec un budget de 100 €, on peut avoir une petite table qui va faire le boulot correctement. Puis il y a les plus. Alors des plus, oui, là on est vraiment dans le bonus. Si on a vraiment envie de s'amuser et de balancer des petits sons pendant notre enregistrement en live, encore une fois, on pourra avoir un instant key qui nous permet justement de balancer les extraits directement et d'éviter la post-prod. Mais là on est dans le bonus, encore une fois. Et puis le dernier des bonus, alors là ça concerne les podcasts qui veulent se faire en public. Il y en a très peu, mais c'est quelque chose qui se développe quand même de plus en plus. Donc voilà, une bonne paire d'enceintes pour pouvoir diffuser. Pour essayer d'illustrer un peu ce qu'on vient de dire, qui était assez schématique, pardon pour ceux pour qui ce sont des évidences, mais voilà, il fallait passer par ce sas-là. Ce qui illustre bien le fait qu'il y a une règle, mais il n'y a pas de règle. C'est qu'on a choisi deux configs qui sont assez éloignées l'une de l'autre et qui pourtant rencontrent toutes les deux un succès franc. Marché parler de Radio Navo, c'est un micro iPhone, un casque iPhone et un compte SoundCloud. Et ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça rencontre un public autour de 15 000 auditeurs par programme. Donc c'est un succès franc à l'échelle du podcast aujourd'hui, du podcast français. Et puis la config 2 heures de perdu qui est plus importante et bon, qui rencontre aussi un succès massif. Mais voilà, tout ça pour dire que dans les deux cas, on a quelque chose de qualité à la fin, d'agréable à entendre. Et alors peut-être que les détails ne sont pas les mêmes et qu'effectivement il y a une professionnalisation plus aboutie du côté de Fréquence Moderne, mais en tout cas ce sont des choix. Et alors juste parce que là Omar vous a donné quelques seuils de prix qui nous semblaient acceptables pour démarrer, on s'est penché un tout petit peu sur la config 2 heures de perdu qui pour le coup est une config plus professionnelle. Comme ils ont eu la gentillesse un jour de partager cette config sur les réseaux sociaux, on s'est permis de la commenter, de la pricer. Voilà les micros. Donc là c'est des Shure SM7, donc on est sur du matériel qui
qui est C'est évidemment... du standard de radio. Ouais, on est sur du must-have un petit peu, et puis et bon, c'est 400 €, donc effectivement là, a priori, il y en a 3 qui sont branchés, donc on monte tout de suite à 1 200 €. Le Tascam, là pour le coup, on est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur un appareil qui est relativement basique, qui peut servir à tous les usages. Les casques fermés, donc là, on n'est pas sur on n'est plus sur le check de si on enregistre bien, mais on est plutôt sur tout le monde a son casque et tout le monde peut entendre les inserts en même temps. La table de mixage, ils sont beaucoup, donc c'est d'utilité. Et puis le petit bonus qui se sont octroyés, c'est le traitement compresseur-limiteur. Voilà, donc là effectivement, si on faisait la somme de tout ça, on l'a pas fait parce que c'est douloureux, mais si on faisait la somme de tout ça, c'est un tout petit peu plus impressionnant pour démarrer, mais l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de ça pour se faire plaisir et surtout pour faire plaisir aux gens qui écoutent. Alors une fois que tout est en boîte et que ça sort du four, il reste à faire le montage et le traitement. Peut-être, évidemment, il y a des enjeux qui vont déterminer l'accueil que va recevoir le contenu, parce qu'il sera plus ou moins agréable à écouter en fonction des efforts qu'on aura mis à ce niveau-là. Mais il y a quand même, il faut respecter la subjectivité de la personne qui fait le contenu. Et franchement, on en écoute vraiment beaucoup et on prend du plaisir dans différentes configurations. Il y a des gens qui recherchent une vraie pureté dans ce qu'ils font et qui mettent un point d'honneur à ne pas triturer, à ne pas décortiquer, à ne pas trop traiter. Et c'est tout aussi agréable quand tout est cohérent en fait, c'est-à-dire que quand l'intention et quand le contenu est en phase avec la manière dont on le produit, c'est là qu'on a gagné. À côté de ça, effectivement, un contenu où il va y avoir beaucoup d'inserts, où il va y avoir un rôle prépondérant de la musique, je pense notamment à Super Héros pour le coup, où là il faut atteindre une certaine finesse. Tout ça pour dire que là encore une fois, il y a un socle de choses dont il faut avoir conscience, mais il faut laisser parler sa liberté créative. On a juste essayé de faire une échelle avec trois possibilités, de la moins onéreuse à la plus onéreuse. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, parce que Audacity, Reaper et Pro Tools, il y a plein d'équivalents, chacun dans leur catégorie. Tous les acheteurs que je connais disent toujours quand tu veux un devis, t'en demandes 3 et puis tu prends celui du milieu. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait faire là aussi. En tout cas, quand on est sur un contenu de qualité et qu'on a envie de lécher la production, Reaper fonctionne déjà très bien. En fait, peut-être que pour être exhaustif, Audacity est un très 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 bon logiciel. C'est juste que ce qu'on va gagner entre Reaper... Comment ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'on va gagner avec Reaper par rapport à Audacity, notamment, c'est du temps, de la finesse aussi, mais surtout du temps, parce qu'effectivement, il y a des presets, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées par rapport à Audacity, mais par rapport à un lancement et à la manière dont on a envie de créer au départ, c'est pas un obstacle d'avoir un logiciel de montage gratuit. Et puis c'est gratuit surtout. Voilà, c'est gratuit. Et pour le coup, Pro Tools, c'est vraiment, ça a pas de légitimité, à moins d'avoir une problématique très très spécifique. Comme exemple, on a choisi une création audio, d'ailleurs qui n'est pas un podcast à proprement parler. Ouais, d'ailleurs, au-delà du montage, et aussi, on parlait de traitement avec 2 heures de perdu, c'est quelque chose qui peut se faire en hardware comme ils le font eux-mêmes, mais ça peut se faire en post-prod. Donc on vous invite aussi à vous renseigner sur, il y a plein de tutos pour comment bien compresser un son pour en fait homogénéiser et un peu lui donner une couleur. Ça peut participer à la personnalité du podcast. Et donc, en exemple, on voulait prendre Calls, qui est plus qu'un podcast. C'est pas vraiment un podcast, d'ailleurs, c'est plus une expérience auditive. Ce sont leurs mots. Voilà, pardon ? Ce sont leurs mots. Exactement. Et c'est une fiction. Donc, on est vraiment sur du montage poussé, avec du bruitage, avec beaucoup de voix, avec du traitement, justement. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est d'écouter. Peut-être pour contextualiser, c'est donc une expérience auditive qui n'est faite que d'appels téléphoniques entre des personnes qu'on n'identifie pas au départ. Et c'est un petit peu angoissant. C'est un peu angoissant si on entend. Il n'a pas l'air content. Si, on entend là. Si on y va directement, le plan B. C'était pas le début, mais c'est pas grave, c'est grave.
pensais que c'était moi le problème, mais c'était pas moi. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Lucie. Veuillez laisser un message après le bip. Ouais, Lucie, c'est Tom. Bon, vas-y, enfin, je pensais que t'allais répondre. Bah, du coup, rappelle-moi quand même. Allô? T'as tellement flippé. Putain, c'est tellement pas l'heure de faire ce genre de blague. Oh, ça va. Chez moi, il fait jour. Oui, bref. Tu vas bien? Ça va et toi? Tout se passe bien à New York? Yes, everything is great. Bon, cool. Et toi, à Paris? Bon, toujours pareil. Cool. T'as vu les infos? Les témoignages, là? Vous les avez aussi à New York? Ouais, c'est bizarre, putain. Ça me fait flipper. T'inquiète, c'est comme 2012, ça va passer. Je peux te parler de quelque chose? Je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre situation en ce moment? Comment ça? Bah, t'es à New York, je suis à Paris, ça fait 5 mois qu'on s'est pas vus. On va tenir, ok? C'est pas facile, mais on le savait à la base, hein. On a choisi de rester ensemble, on va rester ensemble. On va couper sur ce superbe moment de couple, de vie de couple. Bon, on n'a pas l'essence de ce qu'on voulait vous montrer parce qu'à un moment, effectivement, la musique entre en jeu et la dramaturgie se fait vraiment sentir et on se crispe avec les protagonistes. Mais c'est quand même, ça vous donne quand même un petit aperçu. C'est un bon teasing de voir comment on peut, avec de la production, rapiécer quelque chose à partir de morceaux qui, a priori, sont pas si faciles à faire vivre ensemble au départ. Donc la prochaine partie, elle concerne le hosting. Donc une fois qu'on a son idée, qu'on a fait son enregistrement et qu'on l'a monté comme il faut, On prend une disquette. on prend une disquette. Il va falloir déposer ça sur les internets. Et donc pour cela, il y a plusieurs solutions. Et un petit peu comme pour le montage, il y en a des très cheap, il y en a des gratuites avec archive.org. C'est pas gratuit, c'est 3 €. Non, OVH est à 3 €, effectivement, et ça fait partie des solutions qui ne vont pas vous permettre de générer directement un RSS, donc il faudra un petit peu bidouiller et manipuler tout ça vous-même. Sinon, il y a une solution intermédiaire qui est SoundCloud. Donc la particularité de SoundCloud, c'est qu'en plus d'être un serveur de son, il vous génère directement un flux RSS. On va le voir plus tard, c'est très important pour ensuite être présent sur les agrégateurs. La troisième des catégories, ce sont des hébergeurs qui permettent d'avoir plus d'options, et notamment au niveau des metrics, et notamment aussi au niveau de la monétisation pour placer d'éventuelles pubs, mais sur notre marché, c'est encore pas trop le cas. Donc voilà un petit peu pour l'éventail de solutions concernant le hosting. Moi, ce que j'aime faire, c'est aussi ajouter dans mon flux RSS FeedBurner, qui est en fait une solution de Google qui permet d'avoir un peu plus de métriques, surtout concernant vos abonnés. Il y en a une autre qui s'appelle PodTrack, qui permet d'avoir un peu plus de métriques. Qui intervient tout à l'heure, je crois. Voilà, donc ça peut être une alternative pour ne pas aller sur le dernier niveau qui est plus cher que le niveau intermédiaire. Et puis il y a encore une autre possibilité qui est de rapatrier ces contenus sur ses propres serveurs et de les hoster soi-même. C'est ce qu'a fait Qualité, c'est pour ça que c'est l'exemple qu'on a choisi, qui était il y a encore un an sur SoundCloud et qui a choisi d'héberger ses propres contenus. Ça a un sens quand on arrive à une certaine volumétrie, à une certaine, en l'occurrence je crois qu'il produit 5 podcasts, ça commence effectivement à avoir du sens, même financièrement, de basculer sur une solution propriétaire à ce moment-là. La distribution, voilà, effectivement, une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait, il faut donner la possibilité aux gens de nous entendre. Là, l'enjeu majeur, c'est de se rendre accessible le plus possible, d'aller partout. Le premier levier, c'est évidemment les agrégateurs, essayer de se faire référencer au plus d'endroits possible. La clé, c'est le flux RSS qui va nous permettre de déposer les contenus à tous les endroits où on veut bien les accueillir. Le flux RSS, il doit être du coup rempli le plus scrupuleusement possible. Le SEO, ça commence là d'ailleurs, c'est dans la description du programme d'être le plus précis possible, le plus exhaustif sur tout ce dont on va parler dans le programme pour que les mots ressortent bien. Il y a aussi une possibilité qui est encore plus poussée mais qui est peut-être un petit peu rébarbative, un peu fastidieuse, c'est de transcrire ces programmes pour ressortir encore plus facilement dans les recherches. La régularité est hyper importante. On sait que dans la manière dont les principaux agrégateurs, notamment iTunes, qui agrège aujourd'hui encore la majeure partie de l'audience des podcasts en France, la régularité des publications joue dans la manière dont les contenus remontent dans le référencement.
Et puis, magnifique, il y a d'autres solutions plug and play type YouTube. Voilà, on ne sait pas exactement, je crois que d'un contenu à l'autre, la part de l'audience qui peut être réalisée sur des plateformes vidéo pour de l'audio est variable, mais on sait qu'il y a certains podcasts pour lesquels ça représente une part non négligeable. Donc ne pas l'oublier, pour le coup c'est très simple à mettre en œuvre et ça peut réserver une bonne surprise. Donc comme exemple, on a choisi French Spin de Patrick Béja, qui est référencé sur tous les agrégateurs connus. Et encore, on ne les a pas tous mis. Ce qui est intéressant avec ce référencement, c'est qu'il suffit pour vous de le faire une seule fois sur chacune de ces plateformes, et ensuite tout sera automatique. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est gratuit, et voilà. Et donc vos contenus seront agrégés pour toucher un maximum de personnes. Donc notre 6e partie concerne la promotion, parce qu'une fois que ce contenu est bien distribué et visible, il faut faire parler de lui. Il faut donc essayer de recruter des auditeurs, engager et fidéliser. Et donc pour ça, ce qui marche le mieux à moindre coût, ça reste quand même les réseaux sociaux. Il est important de parler de son contenu, il est important de créer des liens avec les communautés concernées par ce contenu. Et donc, pour cela, les réseaux sociaux sont très efficaces. On a ajouté iTunes parce que, comme le disait Guillaume, c'est plus de la moitié des écoutes encore aujourd'hui en France du podcast. Et c'est vrai qu'avec une petite incitation, entre guillemets, à mettre des avis pour votre communauté sur la plateforme, ça vous fait remonter sur leurs classements qui sont une vraie porte d'entrée pour le podcast. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité aussi. C'est pour ça qu'on l'a mis dans réseau social. On sait bien que ce n'est pas un réseau social à proprement parler, mais à partir du moment où la manière dont vous arrivez à faire participer votre communauté sur iTunes, dans les commentaires et dans les avis qu'ils vous laissent, joue considérablement sur la manière dont vous êtes référencé, ça devient presque un réseau social. On a l'exemple ultime de 2 heures de perdu, qui a construit une partie de son succès sur cette mécanique. C'est-à-dire que 2 heures de perdu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un podcast où on décrypte un film pendant 2 heures, et pour décider du film qu'ils traitent, ils demandent à leurs auditeurs de déposer des idées dans les commentaires iTunes. Donc mécaniquement, ils ont énormément de commentaires et ça a amorcé la pompe. Tout à fait. Et ensuite, la cross-promotion. Alors, la cross-promotion, en fait, c'est le fait de parler d'autres podcasts. Donc, vous pouvez me dire, c'est pas vraiment un levier parce que parler de quelqu'un d'autre, c'est une chose, mais est-ce que la personne va te parler de nous en retour ? Ça se fait beaucoup encore dans le podcast. Il y a très souvent une partie recommandation. Et Patrick Béja, dont on a parlé un peu plus tôt, avait fait un sondage l'année dernière avec pas mal de réponses. Et quand il demandait à sa communauté comment ils avaient découvert ces podcasts, 25% d'entre eux répondaient par le biais d'un autre podcast. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être efficace. Et puis tout simplement, pour terminer, le bouche à oreille, il faut parler de ces contenus, il faut parler du podcast en général, puisque c'est quelque chose encore de très nouveau. Et ça aide vraiment à trouver un public. On avait mis d'autres exemples, mais on les saute parce que sinon Joël va nous découper en morceaux. Et on conclut. Je te laisse conclure, Romain. On conclut du coup avec Antonin Archer, qui a sorti un podcast récemment qui s'appelle Nouvelle École, et il a invité encore une fois Patrick Béja, qui est quand même un personnage très important du podcast français, puisque ça fait plus de 10 ans qu'il fait du podcast. C'est la première personne à vivre du podcast. Il a quitté son boulot. L'histoire est assez intéressante. Je vous invite à vous renseigner si vous ne le connaissez pas encore. Joël va te taper. Et donc voilà, il était l'invité d'Antonin dans cette dernière émission. On vous laisse écouter l'extrait. Et c'est un conseil pour nous tous, en fait. Ouais. Je crois que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de passer de 0 à 1, comme dirait Peter Thiel, l'américain. C'est de passer de 0 épisode au premier épisode, ou de 0 article de blog au premier article de blog, parce qu'on a toujours, en tout cas moi, j'avais très très peur de m'exposer, de ce que les gens allaient penser soit de mes articles, soit de mes épisodes. Et quelque chose qui est assez libérateur, je trouve, c'est que quand tu les sors, tu te rends compte qu'en fait, tes premiers trucs, tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne les voit passer, personne ne va lire ton article. Alors, moi, je me souviens, j'avais un WordPress et j'avais écrit un premier article et j'avais passé une semaine dessus à me dire, oh là là, j'espère que les gens vont pas se foutre de ma gueule. Et je l'avais publié et je pense qu'il y avait eu 50 vues. 50 vues. Tu sais, c'est marrant parce que
Oui, 50 vues, c'est pas beaucoup, je suis d'accord. Mais 50 vues, c'est déjà 50 personnes qui ont pris le temps de, au lieu de traîner sur Facebook ou Twitter, au lieu d'aller regarder un truc sur YouTube, au lieu de regarder la télé, au lieu d'aller jouer à un jeu vidéo, eh ben ils ont pris le temps de lire ton truc. Et peut-être que 50 ont ouvert la page et qu'il y en a que 20 qui ont effectivement lu l'article. Bah ça fait 20 personnes qui ont lu ce que tu avais à dire, tu vois. C'est jamais insignifiant. Et tous ceux qui ont aujourd'hui des centaines, des milliers, des millions d'auditeurs et de spectateurs, de public, eh ben ils ont commencé, personne ne les regardait et ils étaient mauvais, ils étaient hyper mauvais, clairement. Alors du coup, il faut commencer, même si on Voilà. est mauvais, Omar. Ouais, voilà, donc ils étaient hyper mauvais, un peu comme nous l'année dernière, et vraiment on a lancé notre émission sans aucune ambition, et aujourd'hui on a l'honneur de pouvoir vous parler de podcast. Donc voilà, le message de Patrick Béja, c'est patience, parce qu'effectivement il y a un mouvement Et de Shia d'inertie, LaBeouf. et surtout Shia LaBeouf. Just do it, donc lancez-vous, si vous avez envie de faire quelque chose, passez le pas. Du coup, French Spin, c'est pour Patrick Béja, pour retrouver son podcast, et pour Antoine Archer, c'est Nouvelles Écoles. Et pour le podcastor, tu mets slash après tous les agrégateurs possibles avec Podcastor et ça fonctionne. Ça, c'est quand on va dans iTunes, et puis vous avez aussi une page internet sur laquelle vous référencez tous les podcasts dont vous parlez. C'est assez pratique, du coup. On a fait un petit classement, effectivement, pour suivre un petit peu l'évolution des podcasts que l'on traite, et puis en reparler dans nos différentes émissions. Et voilà, tout simplement. Vous enregistrez en production l'émission. Vous ne la faites pas en direct. Oui, on aimerait être en live, c'est quand même le but inavoué, parce que je pense qu'une bonne émission, c'est une émission qui a le moins de montage possible. Mais bon, on est encore en train d'apprendre, hein. Nous, on est aucune personne de l'équipe, à part César, n'avait fait de micro avant. Donc voilà, mais le but, c'est effectivement d'enregistrer en condition du direct et faire du direct. On va avoir dans quelques instants quelques astuces peut-être pour faire la radio en direct. Merci beaucoup. Merci à vous. Omar et Raïs. Et Guillaume Jiquel, le podcastor.